Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons à aider les elfes à essayer de faire neiger pour Noël dans le calendrier de l'Avent des développeurs. Et pour ce jour 3, en fait, nous allons nous rendre compte qu'ils ont toujours un souci. Cette fois-ci, il va falloir réparer en fait un ascenseur tombé en panne. Alors, à proprement dit, qu'est-ce que l'on va apprendre à travers de ce puzzle? C'est la première fois en fait que dans le calendrier des développeurs, on va vous donner en fait une entrée sous forme de carte en 2 dimensions. Donc, c'est-à-dire que le fichier de données va vous donner des instructions sur plusieurs lignes, plusieurs colonnes, et en fait on va pouvoir identifier en fait une case par sa ligne et par sa colonne. Donc en tant que développeur, ça nous fait directement penser à un tableau en 2 dimensions, et donc on va essayer d'exploiter en fait une carte à l'aide de ces coordonnées. C'est la première fois dans le challenge en fait que on va essayer de, par rapport à une coordonnée, essayer de retrouver des éléments qui sont au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, ou même en diagonale. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très souvent demandé dans les challenges. Est-ce qu'on arrive à s'orienter dans une carte en 2 dimensions, et est-ce qu'on arrive à manipuler les coordonnées des différentes cases pour retrouver une case qui est adjacente. Bon. La deuxième partie du problème, on va aller encore un petit peu plus loin, et on va encore être confronté à des problématiques de parcours en fait de cartes. Là aussi, c'est très important de bien comprendre ce que l'on fait, c'est de bien comprendre les indices que l'on manipule pour retrouver en fait quels sont les indices qui sont autour des cases en fait sur lesquelles on travaille. Dans ce genre d'exercice, surtout quand on débute, n'hésitez surtout pas à prendre en fait un Excel ou n'importe quoi qui vous permette de simuler en fait un tableau en 2 dimensions, un tableur, et pour bien essayer de comprendre en fait comment est-ce que je retrouve la case qui est au nord en fait de celle que je travaille. Quelles sont les modifications d'indices que je dois faire pour pouvoir la retrouver? Quelles sont les modifications d'indices que je dois pouvoir faire pour retrouver toutes les cases qui sont autour? Toute la difficulté en fait de ce problème va tourner autour de ce genre de choses. Allez, on se lance. Alors voyons ce que les elfes ont préparé pour nous aujourd'hui. Donc vous vous rendez auprès d'un elfe qui se tient à côté d'un ascenseur en fait qui va vous amener normalement aux sources de l'eau. Mais vous avez l'impression qu'il y a un problème avec cet ascenseur puisque rien n'est en place. Ah, ça sent le nouveau puzzle, la nouvelle erreur à modifier. Donc là, elle vous explique, désolé, il n'attendait personne, le lift l'ascenseur en fait ne fonctionne pas, et ça prendra un petit peu de temps avant que l'elfe puisse le réparer. Vous proposez donc de l'aider, effectivement, et à mon avis, il y a de nouveau un puzzle qui va en découler. Alors l'ingénieur vous explique qu'il manque en fait une partie de la machine, du moteur de la machine, mais personne ne sait laquelle. Alors peut-être que si jamais vous arrivez à mettre de côté les parties numériques du schéma du moteur, eh bien ça faciliterait les choses pour savoir quelle est la partie manquante. Alors, du coup, le schéma de votre moteur, c'est en fait les données en fait de votre puzzle. C'est donc une représentation visuelle du moteur. Il y a un grand nombre de nombres, et il y a aussi des symboles que vous ne comprenez pas vraiment, mais visiblement, chaque nombre qui est adjacent à un symbole, même en diagonale, est un nombre qui fait partie en fait de la résolution du problème de votre moteur, et doit donc être inclus dans une certaine somme que vous devez calculer. Bon, pour l'instant c'est encore un petit peu obscur, mais on va essayer de travailler avec. Tout ce qui est seulement un point ne compte pas comme un symbole, on pourrait tout simplement estimer que ce sont les caractères vides. Ok. Alors il va nous donner quand même un exemple sur lequel il y a effectivement des chiffres, il y a des points, c'est donc les espaces vides entre les chiffres, et il y a effectivement des symboles, là j'ai une étoile, là j'ai un dièse, là j'ai un plus, ok, $1, bon visiblement ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Donc les symboles, je vais considérer tout simplement que c'est tout ce qui n'est pas un chiffre et tout ce qui n'est pas un point. Ok, je vais m'en tenir là pour l'instant pour la définition d'un symbole. Hein. Dans ce schéma, il y a 2 nombres qui ne font pas partie de la somme à retrouver, parce qu'en fait, ils n'ont pas de symbole adjacent. C'est le 114, donc là on voit effectivement que autour du 114, alors à sa gauche, à sa droite, en dessous et même en diagonale, en fait, aucun caractère n'est adjacent. Et le deuxième, c'est 58, qui est ici, effectivement, si je fais tout le tour de 58, alors j'ai rien au-dessus, j'ai rien à gauche, rien à droite, et j'ai rien
en dessous non plus. Donc effectivement, ces deux nombres ne doivent pas être pris dans la somme, ils doivent être simplement mis de côté, parce qu'en fait, ils ne sont pas adjacents à un caractère. Ok. Donc il y a déjà deux problèmes. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'est un nombre, comment je peux en fait récupérer un nombre, et ensuite on va devoir déterminer si ce nombre-là est adjacent en fait à un symbole. Qu'est-ce que ça dit? Évidemment, le schéma sur lequel on devra travailler est un schéma beaucoup plus grand, mais effectivement, si jamais ce petit schéma, si déjà il marche, on va essayer de le retrouver. Alors moi, j'avais rentré ce résultat-là, 540 212, qui était le résultat qui marche. On va essayer de retomber dessus, et ce qui voudrait dire en fait que l'on a une solution qui marche, en tout cas pour mon input. Ok, on va garder tout ça en tête. Et j'ai donc de mon côté, en fait, maintenant, un Visual Studio Code dans lequel, je vais faire ça un petit peu plus grand, j'ai créé un programme p3.py, et j'ai mes deux données d'entrée, input simple et input 3. Hein. Donc là, c'est le fichier d'input que j'ai récupéré. Effectivement, il est beaucoup plus volumineux, 140 lignes hein, et quelques caractères. Donc vraiment un fichier que je ne pourrais pas faire à la main. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On va essayer de voir déjà, on va ouvrir notre fichier et on va regarder ce qu'il contient. Alors, ouvrir le fichier, ça va se faire de toute façon avec la commande open. Mon fichier, alors je vais commencer avec le input qui contient la version simplifiée du programme que j'ai appelé input simple.txt. Voilà, et je vais l'ouvrir en lecture, aucun problème. Ensuite, je vais parcourir ce fichier, donc pour tous les éléments qui se trouvent dans le fichier, for x in f, je vais tout simplement faire un print de x. On va déjà voir où on en est. Ok. Je vais faire un Python P3 de PY, et je m'aperçois effectivement que j'ai toutes les lignes de mon fichier. Par contre, j'ai à chaque fois une ligne vide, ce qui veut dire effectivement que je saute une ligne systématiquement, donc je vais me débarrasser du dernier caractère de la ligne. Le caractère retour à la ligne, en fait, ne devrait pas faire partie des inputs de mes données. Hein. Je ne voudrais pas que chaque ligne se termine par un retour à la ligne, parce que sinon c'est un caractère que je devrais filtrer. Par exemple, si je compte ici pouvoir dire que tous les symboles sont tout ce qui n'est pas un chiffre et tout ce qui n'est pas un point, il faudrait aussi que je prenne en compte tout ce qui n'est pas en fait un saut à la ligne. Alors je vais me débarrasser de cette contrainte en supprimant le saut à la ligne directement depuis le début. Voilà. Donc dans X, j'enlève le dernier caractère de chaque ligne, et normalement, ça devrait déjà, voilà, ne plus avoir de ligne vide, et donc je n'ai plus de caractère retour à la ligne. Là, je retourne à la ligne tout simplement parce que print retourne à la ligne à chaque fois qu'il a affiché quelque chose. Ok, donc première étape, on a déjà récupéré les lignes de mon problème. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? On est en train de parcourir ces lignes, et ce que l'on va faire tout simplement, on va les mettre dans une map. Donc au début, la map est vide, et je vais ranger tout simplement ces éléments dans la map. À chaque fois que je lis une ligne, en fait, je vais ranger les éléments dans la map. Voilà. Donc à la fin, normalement, j'ai récupéré ma ligne hein, dans ma map. Si je regarde tous les éléments que j'ai dans elle, et que je fais un print de E, je devrais pouvoir retrouver mes éléments. Ok, ça marche. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir les éléments ligne par ligne. Je vais prendre mon input. En fait, je m'aperçois que les chiffres sont toujours représentés par ligne. Hein. C'est-à-dire que les nombres, en fait, ne sont jamais par colonne. Ça veut dire que si je dois retrouver un nombre, ça veut dire que, par exemple, les 3 chiffres du nombre sont sur la même ligne. Je ne suis pas obligé de combiner, en fait, un nombre à partir de chiffres qui se trouveraient sur des lignes différentes. Donc ça va déjà me permettre de récupérer tous les nombres, et de les récupérer tout simplement, les nombres seront sur la même ligne. Donc je peux vraiment traiter mon fichier ligne par ligne. Et dans mon fichier ligne par ligne, je vais tout simplement essayer de retrouver les différents éléments. Alors, je vais parcourir... Ah, non. Comme il va falloir récupérer aussi des éléments qui se trouvent autour du nombre, par exemple, je vais devoir chercher à gauche, à droite, en dessous, en bas, je pense que je vais m'orienter en fait vers un parcours de la map avec des indices. Les indices, ça va me permettre de retrouver facilement qu'est-ce qui est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du point sur lequel je me situe. Donc je vais faire tout simplement un for i in range,
et je vais parcourir le nombre de lignes qu'il y a dans ma map, c'est-à-dire en fait je vais parcourir la longueur de la map. Et là cette fois-ci je vais récupérer tous les éléments en fait en cherchant l'élément i à chaque fois de la map, et ça va me donner le même affichage qu'avant. Ok, ça marche. Bien, maintenant qu'est-ce que j'ai à faire? Maintenant il va falloir que je récupère en fait cette notion de nombre. Donc, une fois que j'ai la ligne, eh bien cette ligne, je vais la parcourir élément par élément. Encore une fois, je vais utiliser une boucle for j, in, et cette fois-ci, je vais faire dans quoi? Eh bien, i, en fait, va contenir une ligne, donc je vais en fait faire un for de range de la longueur de i. Voilà, tout simplement. Ok? Et donc là, je vais pouvoir lire en fait la map caractère par caractère. Je vais d'abord lire la ligne i, puis dans la ligne i, je vais lire le caractère j, ce qui va me permettre effectivement... Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors j in range de length de i. Alors i c'est quoi? Ah non, mais i c'est l'indice. Ok, c'est l'indice de la ligne. Donc ça veut dire que le premier tour de boucle i vaut 0, le deuxième tour de boucle i vaut 1. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut que je prenne, c'est la longueur de la ligne i. De la ligne i dans la map. Ok, ça marche. Donc là, en fait, j'ai décomposé mon fichier caractère par caractère. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, en fait, il faut que je reconstitue mon nombre. Donc un nombre, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est composé de chiffres. Comment je peux récupérer des chiffres? Bah tout simplement, je vais vérifier que le caractère sur lequel je me suis arrêté correspond bien à un chiffre. Comment je vais faire ça? Bah, je vais utiliser en fait les propriétés de la table ASCII. Lorsque je suis en chaîne de caractères, eh bien les chaînes de caractères sont classées par ordre alphabétique d'après la table ASCII. Donc si j'ai un caractère chiffre, eh bien ça veut dire qu'il est obligatoirement supérieur ou égal à 0. Donc ça, je vais reprendre dans mon tableau l'élément qui est à la ligne i et à la colonne j, doit être obligatoirement supérieur au caractère 0 et doit être inférieur au caractère 9. Et si je fais ça, normalement, je ne vais afficher que les chiffres. On vérifie. Donc j'affiche le caractère qui se trouve à la ligne i et à la colonne j. Et effectivement, je n'affiche que les chiffres. Ok, ça marche. Donc première étape, c'est pas mal, j'en suis arrivé à avoir les chiffres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par exemple, je vais lire le 4. Ok? Et donc ça veut dire que tant que j'ai un 4 et ensuite j'ai encore un chiffre et encore un chiffre, donc c'est-à-dire que tant que les caractères que je lis les uns après les autres sont toujours des chiffres, eh bien c'est que je suis en train de composer le même nombre. Ok. Donc ça, je vais le stocker quelque part. Je vais dire que le nombre que je lis, je vais appeler ça num, et num de base en fait va être 0. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah tout simplement, je vais dire à chaque fois que je trouve un chiffre, je vais faire num fois 10, ok, et je vais ajouter à num le chiffre que je viens de trouver. Alors ça, je vais l'expliquer un petit peu, pourquoi je fais ça. I de J. Ok. Imaginons, je suis sur la première ligne et je suis en train de lire le 467. Ok, donc j'ai 4, 6, 7. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans num, en fait, c'est une variable que j'ai initialisée à 0. Ok. Je tombe sur le 4. Donc en fait, je suis pour l'instant ici. Je suis tombé sur le 4, j'ai donc un chiffre 4. Alors ce que je fais, c'est que je fais num fois 10. Alors 10 fois 0, ça fait 0. Et j'additionne 4. Donc 10 fois 0 plus 4, ça va me faire 4. Ok, ça marche. Je passe dans le prochain nombre. Donc celui-là, je le passe en blanc. Je passe sur le deuxième nombre. Je suis sur le deuxième nombre, et donc tout simplement je fais num fois 10, donc 4 fois 10 ça va faire 40, et je vais ajouter le nombre sur lequel je suis, 6, ça va faire 46. Et vous voyez que je suis en train de recomposer petit à petit mon nombre. Ensuite, celui-là j'ai fini de le traiter. Je vais donc passer sur le troisième nombre.
troisième nombre qui est 7, je fais num x 10, 46 x 10, 460, puis je rajoute le chiffre des unités 467, et j'ai recomposé mon nombre. Ensuite, si j'ai un point ici, eh bien il faudra dire en fait que mon nombre est terminé, et en fait, tout simplement, bah voilà, j'ai recomposé un nombre en entier. Ok. Donc, ça marche, on est en train de recomposer un nombre. Ensuite, ce qu'il faudra faire, bah, tout simplement, il faudra vérifier que je vais essayer d'afficher déjà tous les nombres. Alors, si j'ai un nombre, je recompose mon nombre. Et si jamais je n'ai pas un nombre, eh bien, la première chose que je vais vérifier, c'est si num est différent de 0, je vais en fait afficher num. Ok ? Je vais afficher num et je vais remettre num à 0. Voilà. On va voir. Et si jamais alors j'ai la boucle qui va être là, et celle-là en fait ne va se faire uniquement si jamais j'ai, alors dans le simple je ne sais pas si c'est le cas, si j'ai un point après le dernier. Mais il y a un cas en fait auquel on n'a peut-être pas pensé, c'est que si jamais le num est le dernier nombre, donc c'est-à-dire que si j'ai un chiffre en fait à la fin de mon tableau, eh bien c'est un cas un petit peu particulier, c'est-à-dire que la boucle se termine, j'ai encore un num, mais je ne l'ai pas affiché. Et donc ça, il ne faut pas que j'oublie de le faire. À la fin de la boucle, il faut que je refasse exactement ça. À la fin de chaque ligne, il faut que je vérifie si effectivement je n'ai pas un nombre qui est vraiment le dernier chiffre de la ligne. Donc, à la fin de la boucle qui parcourt tous les caractères de la ligne, je vérifie encore une fois si num, je l'ai bien remis à 0, et s'il n'est pas remis à 0, c'est que j'ai encore un nombre à afficher. Ok, on va déjà prendre ce petit bout de code. Là, je vais revenir en arrière. Hein. Je ne vais pas modifier mon truc d'entrée, parce que sinon ça colle plus. Ok. Et je vais lancer mon Python 3. Et là, en fait, on s'aperçoit que j'ai effectivement imprimé tous les nombres. Alors, je vais reprendre mon input simple. Et donc, j'ai effectivement 467, j'ai bien 114, j'ai bien 35, 633, et j'ai bien jusqu'à 598. Ok, ça marche. Très bien. Donc, en fait, j'ai déjà un petit programme qui m'affiche finalement tous les nombres. Donc là, on est bon. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était de se dire, en fait, tous les nombres, je ne les prends pas. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve en fait une manière de trouver si je prends un nombre ou pas. Et l'énoncé me dit tout simplement que je prends un nombre, pas dans tous les cas, je prends seulement quelque chose qui est adjacent à un symbole. Bon. Alors ça veut dire quoi adjacent à un symbole ? Imaginons par exemple j'ai un nombre, alors je vais reprendre 467, et en fait il faut que je regarde par rapport à ce nombre-là, donc je vais l'encadrer, voilà, il faut que je regarde en fait s'il n'y a pas un symbole, alors n'importe lequel, dollar, dièse ou machin, qui soit en fait soit directement au-dessus, en dessous, en diagonale. En fait qui soit dans la zone ici. Voilà. Il faut que je regarde dans une de ces cases. Ok. Alors on va décomposer un petit peu le problème. Si déjà on est en train de parcourir le fichier caractère par caractère, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire 3 tests. On va diviser ce test-là en 3. Voilà. Et on va dire, tout simplement, je vais déjà vérifier le 4. Et le 4, en fait, si je vérifie le 4, je vais vérifier tout ce qui est autour du 4. Donc c'est-à-dire que je vais vérifier ces éléments-là. Ensuite, je vais vérifier tout ce qui est autour du 6, ces éléments-là, et je vais vérifier tout ce qui est autour du 7. Et si jamais j'ai un élément soit autour du 4, soit autour du 6, soit autour du 7, si je retrouve un dièse, un dollar ou n'importe quoi, et bien tout simplement, c'est que je vais prendre en compte le nombre 467. Voilà un petit peu la logique sur laquelle je vais partir. Alors comment je vais faire ? Tout simplement, si je veux accéder à ces cases-là, eh bien, si je suis sur la case 4 par exemple, comment je vais au nord ? Tout simplement, c'est que dans ma variable de parcours, en fait, i me donne la ligne de 4, et j, si je suis positionné sur le 4, me donne la ligne de 4.
Ça veut dire que si je veux aller une colonne avant, eh bien tout simplement je vais faire un j-1. Si je veux aller à une colonne après, je vais faire un j plus 1. Si je veux aller une ligne avant, eh bien j'aurai un i-1. Si je veux aller à une ligne après, j'aurai un i plus 1. Et donc tout ce qu'il faut que je teste, eh bien c'est les 8 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 cases ici, qui ont donc les coordonnées, j-1, i-1, j, i-1, j plus 1, i-1, et ainsi de suite. Enfin, vous retrouvez les coordonnées des 4 cases. Ok, ça marche. Alors, sachant que, là, vous voyez que j'ai un 6, j'ai à droite du 4, j'ai un 6. Alors, 6, c'est un chiffre, donc ça, il ne faut pas que je le prenne en compte comme étant un symbole. Hein. Il faut bien que j'exclue que les symboles ne peuvent pas être des chiffres et ne peuvent pas être des points. Donc ça, c'est un test auquel il faut que je pense également. Ok, on va déjà s'occuper de notre parcours. Alors, notre parcours, comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire, voilà, je vais prendre une variable k que je vais faire varier de -1 à +1. Alors ça, on le fait avec un range. Range, en fait, a un argument de départ, je vais le mettre à -1, et un argument d'arrivée, mais cet argument d'arrivée est exclu. Donc si je veux aller de -1 à 1, il faut que je mette 2, parce que ce sera tout ce qui est inférieur à 2. Donc si je fais une range de -1 à 2, je vais avoir -1, 0 et 1. Alors -1, 0 et 1, c'est quoi? C'est tout simplement les décalages que je vais pouvoir faire. Sur chaque colonne et sur chaque ligne, je voudrais faire -1, plus 0, plus 1. Et ensuite, il faut que je le fasse aussi sur les lignes, -1, plus 0, plus 1. Ok. Donc je vais avoir un compteur qui va faire varier les lignes, et je vais avoir un compteur qui va faire varier les colonnes. Alors il faut juste attention que je fasse attention avec le nom de variable. Ouais, m est utilisable. Donc lui aussi, je vais le faire varier de -1 à 2. Et ensuite, je vais tout simplement calculer quelle est la ligne du voisin, donc voisin de x, et je vais calculer quelle est la colonne du voisin, voisin de y. Alors, voisin de x, c'est quoi? Eh bien, je vais prendre en fait le i sur lequel je me situe. Hein. Je vous rappelle que là, je suis pour l'instant sur la case ij, donc la ligne est i et la colonne est j. Et je vais faire un décalage, je vais prendre i et je vais en fait faire -1, plus 0, plus 1. Et j, je vais faire -1, plus 0, plus 1. Ok, ça marche. Donc, je vais prendre là où je me trouve en ce moment, je suis sur i, et je vais ajouter en fait k, et k en fait ça va valoir -1, 0 et 1, donc ça va faire varier en fait le x entre entre i-1, i plus 0, i plus 1. Et puis je vais faire pareil avec y. Pour l'instant, je me situe sur la colonne j, et je vais augmenter de m qui va me faire en fait j-1, j plus 0, j plus 1. Ok, ça marche. J'ai calculé mes voisins. La première chose que je vais faire, en fait, c'est aussi de vérifier que je ne sors pas de la grille. Imaginons par exemple que le 4 soit le premier caractère de mon fichier. Alors là, je ne sais pas si c'est le cas. On va regarder. Ouais. Alors le 4, c'est le premier caractère de mon fichier. Ça veut dire que si je prends ce qui est à gauche de k, en fait, il n'y a rien, je sors de la grille. Si je prends ce qui est au-dessus de k, pareil, je sors de la grille. Donc il faut que je limite ma recherche, il faut que je vérifie que le voisin soit bien dans la grille. Alors comment je vérifie que le voisin soit bien dans la grille? Je vais faire en fait des coordonnées. La première colonne à l'indice 0, la première ligne à l'indice 0. Donc il ne faut jamais que j'ai en fait un indice qui soit inférieur à 0. En plus, il faut que je vérifie que je ne sorte pas du côté droit ou en bas. Par exemple, le 598, je ne peux pas chercher ce qu'il y a en dessous de 598 parce que je sors aussi de la grille. Donc, 598 ne doit pas dépasser le nombre de lignes du fichier lu. Et je n'ai pas le droit de dépasser le nombre de colonnes non plus, parce que sinon ça voudrait dire que je sors de la grille. Ok, ça marche. Donc il ne faut pas que je sorte de la grille ni par le bas des lignes, ni par le bas des colonnes, ni par le haut des colonnes, ni par le haut des lignes. Donc j'ai 4 cas en fait à tester. Alors en Python, la syntaxe elle est plutôt intéressante pour faire ce genre de choses. On va tout simplement dire, je vais vérifier que la première chose, il ne faut pas que le voisin de x, la composante ligne de mon voisin, elle soit inférieure à 0, donc je vérifie qu'elle est bien supérieure à 0,
et qu'elle est inférieure en fait au nombre de lignes de mon fichier. Ok. Et dans le même temps, il faut que je vérifie que la composante colonne, donc la composante Y de mon voisin, elle est aussi supérieure à 0, donc elle ne sort pas de la grille par les colonnes, et de l'autre côté, elle doit être inférieure en fait à la taille de la ligne, de la ligne que je suis en train de parcourir, qui est en fait L de I. Voilà. Donc, si je suis dans ce cas-là, c'est que mon voisin existe et qu'il est dans la grille. Ok. Maintenant, pour qu'il soit pris en compte comme étant un caractère valide, bah, je vous rappelle qu'il ne faut pas que ce soit un nombre et il ne faut pas que ce soit un point. Donc ça, ce sont deux éléments que je vais tester. Donc, il faut que soit mon caractère est inférieur au caractère 0. Donc ça, maintenant, cette fois-ci, je travaille sur le voisin. Donc les coordonnées, cette fois-ci, sont les voisins. Voisin de x, voisin de y. C'est le voisin, par exemple, je suis en train de tester ce voisin-là, par exemple, où je mets un x, celui-là, je suis en train de le tester. Ok, et puis ensuite, quand j'aurai fini de tester celui-là, je testerai celui-là, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Donc soit j'ai quelque chose qui est inférieur à 0, soit j'ai quelque chose qui est supérieur à 9, ok, c'est mon premier test. Soit j'ai quelque chose qui est inférieur à 0, soit j'ai quelque chose qui est supérieur à 9, ce qui exclut déjà avec ce premier test que je n'aurai pas de chiffre. Et dans le même temps, eh bien, il ne faut pas non plus que ce soit un point. Ça veut dire que L, le voisin, ne doit pas contenir le caractère point. Ok. Donc il ne doit pas être un chiffre et il ne doit pas contenir point. Et tout le reste, je le considère comme étant des symboles valides. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien dans ce cas-là, je vais tout simplement dire que je vais prendre cet élément. Ok, je le prends. Alors cette variable prendre, je ne peux pas la déclarer ici parce qu'en fait elle ne serait connue que dans le bloc. Donc ça veut dire tout simplement que cette variable prendre, il faut que je la déclare un peu au-dessus. Je vais la déclarer en fait à chaque fois que je change de ligne. Je vais dire en fait que pour l'instant, puisque j'ai pas encore trouvé de symbole, je vais prendre un false. Ok. Si jamais je trouve un symbole, je vais passer prendre à true. Et si jamais je suis dans le else, ça veut dire en fait que je suis pas sur un nombre, c'est-à-dire que je suis sur soit sur un symbole, soit sur un point. Ok. Donc si j'arrive sur un symbole, je vérifie si j'ai un numéro, un num, mais cette fois-ci je vérifie pas seulement si j'ai un num, il faut que je vérifie si je prends le num. Donc est-ce que prendre a été passé à true? S'il est à true, c'est qu'en fait je suis passé par ici, et que j'ai donc trouvé un voisin d'un nombre, qui n'est en fait pas, qui est un symbole. Bon. Donc si je fais prendre, en fait, ça veut dire que je vais imprimer le num. Je vais remettre aussi le num à 0. Ça, je vais le faire dans tous les cas. Que je le prenne ou que je le prenne pas, je vais remettre le num à 0. Et j'oublie pas non plus de remettre la variable prendre à false, pour dire, voilà, maintenant j'ai traité un nombre, maintenant le num a été remis à 0, et la variable prendre a été remise à false, pour que, la prochaine fois, en fait, je ne le prenne pas une deuxième fois. Ok. Je vais juste aussi modifier le texte ici. Je ne vais pas prendre le num dans tous les cas, je vais le prendre seulement quand prendre est à true. Et donc là, normalement, déjà, si je le lance comme ça, on va normalement avoir Python 3. Alors, qu'est-ce que j'ai comme problème? List index out of range. Ah oui. Non, mais c'est moi. J'ai mis des égalités sur les tests. Alors effectivement, puisque l'indice va de 0 à la longueur -1, eh bien il ne faut pas que j'oublie de mettre une infériorité stricte, sinon évidemment, je vais avoir un problème à ce niveau-là. Ok. Donc on voit que j'ai une liste de nombres qui est un petit peu différente de celle que j'avais sur l'exécution tout à l'heure. Donc ça c'est ma première exécution, 467. J'avais 114, là je ne l'ai plus, mais j'ai 35, 633, 617, 592, le 58 a sauté aussi.
755, 664, il faut que je regarde si tout ça, ça colle. 598, 672 fois le 664. Je l'avais pas ici? Est-ce que j'avais modifié le test? Est-ce que j'ai un 664 dans mes... Oui, j'ai un 664. Ok, bon, je sais pas. Donc, effectivement, j'ai le 467, puisqu'il a une étoile en diagonale. Je n'ai pas le 114, puisqu'il n'y a rien autour. J'ai le 35, puisqu'il a une étoile au-dessus. J'ai le 633, puisqu'il a un dièse en dessous. J'ai le 617, une étoile à droite. Je n'ai pas le 58, qui n'est entouré de rien. Là, on est bon. J'ai le 592, puisqu'il a un plus en diagonale. J'ai le 755, puisqu'il y a une étoile en diagonale. J'ai le 664, puisqu'il y a un dollar par-dessus. Et j'ai le 598, qui a une étoile par-dessus. Ok, ça marche. Donc ça me donne tous les nombres. Il faut que je fasse quoi avec ces nombres? Je ne sais plus. Il faut que j'en fasse la somme. Ok, et normalement, sur mon exemple, je devrais tomber sur 4361. Ok, ça marche. Alors, la somme, c'est pas très compliqué, hein. On va simplement se créer une variable somme au début du programme qui va valoir 0. Et à chaque fois que je vais trouver un numéro qui correspond, à la place de l'afficher, je vais simplement l'ajouter à somme. J'oublie pas de le faire ici, j'oublie pas de le faire ici aussi, à la fin de la ligne. Et quand j'arrive à la fin de ma boucle for, j'oublie pas simplement de printer ma variable somme. Voilà, somme à 0. À chaque fois que je trouve un nombre, j'ajoute ce nombre, ici 2 fois, et j'affiche ma somme. Est-ce que j'arrive sur les 4300 et des bananes que j'avais tout à l'heure? 4361, est-ce que c'est bien ce que me donne l'entrée du programme? Ok. Et sur le programme en entier, je devrais tomber sur 540 212. On va juste changer le fichier en entrée. On va prendre l'input 3. 540 212. Ok, ça marche. J'ai trouvé. Ok, c'est pas mal. On a une petite amélioration que l'on pourrait faire. Imaginons par exemple que j'ai une étoile ici, et que j'ai remarqué que pour 467, en filtrant sur le 4, j'ai déjà trouvé en fait une étoile. En fait, la recherche sur le 6 ou la recherche sur le 7, elle va être superflue parce que j'ai déjà en fait un caractère qui a été trouvé sur le 4. Donc je pourrais dire tout simplement que si j'ai déjà trouvé, c'est pas la peine de refaire le test sur les autres caractères. Donc je ne vais faire le test seulement si prendre pour l'instant est encore à false. Si j'ai encore des doutes, si je dois prendre ou non ma valeur. Voilà. Donc ça permet une petite optimisation qui va faire moins de recherche, qui va faire moins de calculs. Si j'ai déjà à prendre sur le num, c'est pas la peine de rechercher à reprendre l'élément. Hein, je vais directement sortir et le prendre en compte. Donc voilà pour cette première partie. Première partie qui nous a permis de récupérer les chiffres et qui nous a permis justement de mettre en place les différents éléments, comment trouver un chiffre et comment finalement retrouver les chiffres qui sont seulement liés à un caractère bien particulier. Ok, partie 2, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors l'ingénieur trouve que les parties manquantes, les installe dans le moteur, et maintenant que le moteur démarre, vous sautez en fait dans l'ascenseur qui devrait normalement vous emmener aux sources minérales, aux sources des eaux. Hein. Vous n'allez pas très vite, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans la machine. Heureusement, le lift, enfin la gondole, a un téléphone d'urgence, et vous appelez l'ingénieur pour avoir des réponses. Donc il vous suggère de regarder dehors, link the phone, machin, ok, donc ça c'est encore du contexte. Alors la partie manquante n'était pas le seul problème en fait de la gondole. Une des rouages, enfin des composants de la machine, du moteur en fait, est fausse. Ce que l'on va devoir chercher maintenant, c'est que l'on va chercher le caractère étoile dans le input. Ok.
Alors là, vous voyez que dans le input, il y en a pas mal. Il y en a une là, il y en a une là, et ainsi de suite. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelle est l'étoile, en fait, qui relie deux nombres. Ok. Qui relie deux nombres, et on va en faire simplement le produit. Donc là, vous avez par exemple une étoile, et cette étoile, elle est adjacente à 35 et à 467, donc il va falloir multiplier 467 et 35. Cette étoile n'est adjacente qu'à 617, donc j'ai rien à faire à ce niveau-là, et cette étoile, elle est adjacente à 598 et à 755, donc je vais devoir multiplier les deux nombres. Une fois que j'ai tous les produits, je vais tout simplement en faire la somme. Donc le problème, il est un petit peu différent, ici. On va simplement essayer de trouver les nombres qui sont adjacents à une étoile. Ok, ça marche. Alors je ne vais pas reprendre mon programme depuis le début, je vais faire simplement un p3-2.py. Je vais copier mon p3, je vais le coller. Je vais retourner sur la version simple dans un premier temps, hein, puisqu'elle est plus facile à comprendre. Alors ça ne change pas, on va lire les éléments, ça c'est bon. On a toujours une somme à calculer, mais cette fois-ci, en flûte, c'est plus je prends ou je prends pas, mais on va plutôt être sur la somme de produits. Je vais enlever ça pour l'instant. Donc on va toujours parcourir les lignes, on va toujours parcourir les colonnes, ça ne change pas. Par contre, maintenant, on ne va plus chercher un nombre, on va chercher en fait une étoile. Ok. Donc, si le caractère que je suis en train de lire maintenant est une étoile, ok. Si j'ai donc trouvé une étoile, il va falloir que je regarde si j'ai deux nombres adjacents. Alors si les nombres ne sont pas adjacents, si j'ai pas deux nombres, hein, si j'en ai qu'un ou je ne sais pas si la situation peut se présenter, mais je pourrais peut-être en avoir trois, et bien tout simplement, si j'en ai trois, il ne faut pas que je les prenne en compte. Je le fais seulement si j'en ai deux. Bon, donc j'aurai la somme quelque part à prendre en compte. Alors si j'ai une étoile, je fais une recherche, sinon je fais rien pour l'instant. Donc ça, en fait, ça vire, et ça vire. Et à la fin, il faut que j'imprime une somme. Ok, ça marche. Donc maintenant, un numéro, un num, il ne faut pas que j'en cherche qu'un seul, il faut que j'en cherche deux. Si j'en cherche deux, je vais les stocker tout simplement dans des listes qui vont me permettre en fait de stocker plusieurs numéros. Ok, donc ça, je vais l'enlever. Je n'ai plus la notion de prendre. Et donc tout simplement, je vais me balader cette fois-ci autour de l'étoile. Exactement sur le même principe, sauf que maintenant, je vais avoir le résultat un petit peu inverse. Je vais avoir une étoile qui va être mon IJ, par exemple ici, et je vais essayer de me balader autour de l'étoile pour voir si je peux trouver en fait un caractère. Donc j'ai IJ comme ça, les cardinalités, enfin les coordonnées de mon étoile, et je vais essayer de me balader tout autour de l'étoile, ici, je vais mettre ça en orange, et je vais essayer de voir si je trouve un chiffre. Alors imaginons par exemple que j'ai là-haut j'ai 58, et là j'ai 467, je vais essayer de voir si j'ai des chiffres dans mon étoile, et si je trouve des chiffres, eh bien il faut que je recompose en fait le nombre auquel ils appartiennent. Hein? Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais parcourir autour de mon étoile, faire varier, ici je vais avoir J-1, ici je vais avoir J plus 1, ici je vais avoir I-1, alors il faut que je le décale un peu, je vais avoir I-1, I et I plus 1, voilà, donc je vais parcourir autour de mon étoile et je vais dans un premier temps chercher des chiffres. Ok, ça marche. Donc je vais garder cette partie-là, je vais donc faire varier mes compteurs de -1 à +1, je vais calculer les voisins de l'étoile, et naturellement, il faut que le voisin de l'étoile reste dans la grille, donc en fait, ça reste exactement pareil, il faut que le voisin soit dans la grille. Ok, maintenant, le voisin que je cherche, lui, il faut que ce soit un nombre. Donc pour que le voisin soit un nombre, je vais modifier ce test-là, et je vais dire, si le voisin doit être un nombre, ça veut dire que ce voisin doit être inférieur ou égal au caractère 0, et il doit être inférieur ou égal au caractère 9. Et si je suis là-dedans, eh bien, j'ai un nombre. Ça marche. Ok. Alors, on va déjà essayer de voir. Donc là, j'ai déjà un nombre, ça marche.
Et donc il faut que je recompose ce nombre. Alors ça, pour l'instant, je vais laisser ça de côté, et je vais dire tout simplement, je vais récupérer un getNum, c'est-à-dire que je vais écrire une fonction getNombre, et je vais lui passer comme la map en paramètre, pour qu'il puisse chercher le nombre, et je vais lui dire en fait où est-ce que j'ai trouvé le nombre, à quelles coordonnées. Alors je l'ai trouvé à voisin x, et je l'ai trouvé à voisin de y. Donc c'est sur ces deux coordonnées en fait qu'il va falloir récupérer le nombre. Ok, ça marche. Et une fois que j'ai récupéré le nombre, bah tout simplement... Ah, j'ai deux variables qui s'appellent num. Alors je vais appeler celle-là n. Et je vais dire en fait que n c'est ma liste de nombres. Tiens, je vais l'appeler lstnum, comme ça. lstnum. Et bien dans ma liste de nombres, je vais ajouter le nombre que j'ai trouvé. Ok, ça marche. Je vais ajouter le nombre que j'ai trouvé. Alors pour l'instant, j'ai pas encore écrit ma fonction getNum. Hein. On va s'y intéresser un petit peu. Ça veut dire que cette fonction getNum, il va falloir que je l'écrive en haut. Je vais donc faire un def. Et il faut que j'écrive cette fonction getNum. Ça, c'est encore à faire. Ok, ça marche. Donc, je vais juste terminer ma logique. Donc, je vais récupérer, dans ma liste num, je vais récupérer les nombres. Ça marche. Et donc, une fois que j'ai terminé... alors, une fois que j'ai terminé quoi? Une fois que j'ai terminé de récupérer les nombres qui sont autour de l'étoile, mais il faut quand même que je reste encore dans le if où j'ai filtré une étoile. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me positionne ici à cet endroit-là. Eh bien, si la longueur de la liste des nombres que j'ai récupérés, qui s'appelle lstnum, est égale à 2, ça veut dire tout simplement que j'ai deux éléments dans ma liste, exactement deux. J'en ai pas un qui me permettrait de ne rien faire, 0 qui me permettrait de rien faire, ou 3 ou 4 qui seraient aussi au-delà de ce que je peux faire. Et bien si je n'ai que deux nombres dans ma liste de nombres, et bien tout simplement dans ma somme, je vais ajouter le premier fois le deuxième. Alors ma liste de nombres, comment je récupère la liste de nombres, c'est comme un tableau, donc le premier élément c'est 0, et je le multiplie par le deuxième en fait qui est 1. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de ma fonction getNum. Ça marche. Ça marche. Donc getNum, comment est-ce que ça va fonctionner? Bah, tout simplement, j'ai découvert un nombre, mais par contre, je ne sais absolument pas si c'est le premier. Ici, c'est le premier chiffre du nombre, hein, et ici, c'est le dernier. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je sais que je suis sur un chiffre, et donc je vais remonter vers la gauche de la table tant qu'à gauche, j'ai des chiffres. Si je le fais avec le 4, eh bien, je ne remonterai pas, puisque là, je vais avoir... alors, j'ai pas mis, hein, mais partout où j'ai rien, je vais normalement avoir des points. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais diminuer la colonne. Je vais diminuer la colonne tant que je reste dans la grille. Donc, ça, il faut que je reste dans la grille aussi. Et tant qu'il y a, en fait, des chiffres à gauche de celui que je suis en train de traiter. Si je suis sur le 8, eh bien, tout simplement, je vais aller de 1 à gauche. Est-ce que j'ai toujours un chiffre? Oui. Donc, ça veut dire, en fait, que c'est le début de mon chiffre qui est en train d'être reconstitué. Bon, alors dans le defnum, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, alors je vais simplifier un petit peu ça, hein. Je vais juste garder les coordonnées x et y du point sur lequel je suis. Ok. Et je vais dire tant que... Alors je ne bougerai pas de ligne, hein, par contre. Vous savez que maintenant, les nombres, en fait, ils sont toujours sur la même ligne, donc je ne bougerai absolument pas de ligne. Donc tant que y est supérieur à 0, ça, c'est un test qui me permet de savoir si je suis toujours dans la map. Parce que comme je vais décrémenter y, c'est que je vais essayer de chercher le nombre le plus à gauche. Il faut que je vérifie qu'à un moment donné, je ne sorte pas de la map. Donc à force d'aller à gauche, il faut que je vérifie que je ne sorte pas de la map. Donc je vais vérifier que je suis encore dans un indice qui est dans la map. Et si je suis toujours sur un chiffre. Alors si je suis toujours sur un chiffre, j'ai déjà fait le test ici, je vais simplement le reprendre. Donc si y pointe toujours vers un chiffre, donc aux coordonnées x et y, ça veut dire que, voilà, je vais encore aller un cran plus loin. C'est-à-dire que je vais dire, en fait, y égale y moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Je vais arriver sur le 8,
Est-ce que je peux aller à gauche et est-ce qu'à gauche il y a toujours un chiffre? Oui. Y-1, je vais continuer. Est-ce que je peux aller à gauche et que y est toujours encore un chiffre? Non. Ma boucle va s'arrêter. Mais elle va s'arrêter la première fois que je suis sur une case qui ne contient pas de chiffre. Ok? Donc en fait, elle va s'arrêter quand je suis allé un cran trop loin. Ok. Donc, un cran trop loin, ça veut dire un cran trop loin, soit je suis sorti avec mon y-1, soit je suis sorti de la grille, soit je suis arrivé sur un caractère qui n'est pas un nombre. Dans tous les cas, puisque je suis allé un cran trop loin, il faut que je revienne un cran en arrière en faisant y+1, et je me positionne donc sur le premier chiffre du nombre que je suis en train de décomposer. Alors je vais sauvegarder le début du nombre. Ok. Et je vais dire tout simplement, donc je vais faire un num qui est égal à 0, et je vais recomposer mon nombre exactement de la même manière. Je vais faire un num est égal à 0, et tant que y... Alors cette fois-ci, je vais parcourir la grille vers la droite, cette fois-ci. Hein. Donc si je parcours vers la droite, il faut aussi que je vérifie si je ne sors pas de la grille par la droite. Et donc tout simplement, il ne faut pas que y dépasse la longueur de la ligne x. Et je vérifie si je suis toujours dans un chiffre. Je suis toujours en train de parcourir un chiffre, hein, puisque si jamais j'ai plus de chiffres, et tout simplement, si j'ai un point ou un symbole, tout simplement, c'est que mon nombre est fini. Et là, je vais refaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je vais multiplier mon nombre par 10, je vais donc ajouter en fait un 0 à droite, hein, vous pouvez le voir comme ça, et je vais en fait rajouter le chiffre que je viens de lire comme étant le chiffre des unités. C'est exactement ce que j'ai fait pour la partie 1. Ok, donc là, on est bon. Et donc j'ai ajouté le chiffre sur lequel j'étais, et il ne faut pas que j'oublie de passer au chiffre suivant en incrémentant mon y. Ça veut dire tout simplement que, voilà, j'ai traité le 4, par exemple, donc num, dans num, j'ai mis 4, j'incrémente y de 1, j'arrive sur le 6, sur le 6, ça veut dire que mon 4 qui est dans num va être multiplié par 10, donc je vais avoir 40, 40 plus 6, ça va me donner de nouveau 46, exactement comme avant, 46 x 10, ça va faire 460, 460 plus 7, ça va faire 467. Y va encore aller un cran plus loin. Il va tomber sur un point ou sur un symbole et il va dire voilà, j'arrête, je sors de ma boucle et je renvoie 467. Ok. Donc soit je suis sorti de ma grille, soit je suis tombé sur une case qui n'est pas un nombre. Dans tous les cas, en fait, je m'arrête. Et je vais faire un return du num. Alors mon début pour l'instant ne sert à rien, j'avais encore quelque chose en tête, mais on en reparlera tout à l'heure. Ok, ça marche. On lance. Donc cette fois-ci c'est plus Python 3, c'est Python 3.2. Et je me retrouve avec une somme qui est égale à 0. Ah. Ça c'est assez amusant. Donc j'ai une somme qui est à 0 ici, et à chaque fois que je mets quelque chose dans la somme, visiblement je ne passe jamais là-dedans. Alors pourquoi je ne passe jamais là-dedans ? On va jouer un petit peu au détective et on va imprimer la liste des numéros. Pourquoi est-ce que j'ai jamais de liste qui contient 2 éléments? Et on va s'apercevoir effectivement que la première liste, elle contient 467, 35, 35. Ah, et pourquoi elle le contient 2 fois? Et la deuxième, elle contient 755, 598, 598. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Alors pourquoi est-ce que j'ai 467, 35, 35 ? Eh bien en fait, on s'aperçoit que l'étoile, elle est effectivement en contact avec le 7, ce qui m'a permis en fait d'avoir le 467. Mais l'étoile, en fait, elle est en contact avec le 5 et elle est en contact avec le 3. Et donc en fait, 35 a été ajouté parce que l'étoile est en contact avec le 3, et 35 a été ajouté parce que l'étoile est en contact avec le 5. Donc il ne faut pas que je l'ajoute 2 fois en fait. Il faut que je vérifie si le nombre n'a pas déjà été trouvé et que je ne l'ajoute pas une deuxième fois. Donc ça, c'est un test que je vais devoir mettre en place. Alors, il faut que je fasse attention, je pourrais, dans ce cas-là, dire, en fait, je ne mets pas 2 fois la même valeur. Mais en fait, je ne sais pas si, quelque part dans le puzzle, je ne me retrouverai pas avec, par exemple, une valeur 35 multipliée par une valeur 35. J'aurai 2 fois 35, mais ce n'est pas forcément la même valeur 35. Donc il faut que je sois un petit peu plus malin que ça, et que je stocke en fait la position, je vais stocker la position du premier chiffre.
en stockant la position du premier chiffre, ça va me permettre de savoir si effectivement je suis dans le même nombre ou pas. Ok, ça marche. Donc, comment je vais stocker le résultat du premier chiffre? C'est la petite idée que j'avais tout à l'heure. C'est que dans le numéro, une fois que j'ai récupéré le début de mon chiffre, dans le getNum, je vais le sauvegarder, et je vais aussi renvoyer le début de mon chiffre. C'est-à-dire, en fait, la colonne en fait, où commence mon chiffre. La ligne, je n'ai pas besoin de la renvoyer, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la ligne ne bouge jamais. Je change que la colonne dans cette fonction, je ne change absolument pas la ligne. Donc la ligne de sortie, en fait, c'est exactement la même que celle de l'entrée. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Ok, donc là, je vais récupérer non seulement un numéro, mais je vais récupérer aussi sa colonne de départ. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Eh bien, il faut que je crée une liste que je vais appeler déjà vue. Et cette liste, en fait, je vais me servir pour stocker des éléments dedans et voir si l'élément n'aurait pas déjà été vu par le passé. Donc, si je trouve un nouvel élément, je vérifie déjà que cet élément n'est pas dans déjà vu. Est-ce que je ne l'aurais pas déjà vu cet élément? Et s'il n'y est pas, alors je l'ajoute. Et cet élément, eh bien tout simplement, je vais garder ses coordonnées. Alors, quelle est sa coordonnée x? Sur quelle ligne il est? Eh bien, en fait, sa coordonnée x, elle est tout simplement ses voisins de x que j'ai calculés ici. Ok? Voilà. Et quelle est sa coordonnée y? Eh bien, sa coordonnée y, c'est la colonne, tout simplement, que j'ai retournée ici. Voilà. Donc ici, j'ai les coordonnées, en fait, du début de chacun des numéros. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir, pour le 467, je vais avoir 0, 0. Ici, pour le 35, bah, je vais avoir 0, 1, 2, 0, 1, 2, je vais avoir 2, 2, et ainsi de suite. Et donc, ça, comme si jamais je suis sur le même nombre, eh bien 35 va commencer à 2, 2. Quand je vais repasser, je vais retrouver 35 qui commence à 2, 2. Je vais donc dire, bah non, c'est pas possible. J'ai déjà, en fait, ce numéro, je l'ai déjà quelque part. Bon. J'ai donc récupéré mon machin. S'il n'est pas dans déjà vu, je l'ajoute. Et bien, ce qu'il ne faut pas que j'oublie non plus, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de le marquer. Maintenant, il est déjà vu. Déjà vu.append. Et je vais ajouter, en fait, de nouveau, je vais de nouveau ajouter ce couple-là. Voisin x, colonne de y. Je l'ai utilisé comme un couple, hein, avec les parenthèses. Et bien, ce couple, il faut que je le sauvegarde. Ok, je sauvegarde tout ça. Est-ce que ça marche? Alors cette fois-ci, j'ai bien 467 x 35 et j'ai bien 755 x 598. Normalement, le 617 ici ne devrait pas être pris en compte, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul élément, et moi, je veux qu'il y en ait absolument 2. Je veux pas qu'il y en ait moins que 2, je veux pas qu'il y en ait plus que 2, je veux qu'il y en ait exactement 2. Alors c'est quoi 467 835? Est-ce que c'est bien la sortie? 467 835, ça marche. Et donc moi j'avais répondu que c'était 876 05 697. On va essayer de voir si on peut retomber sur le même résultat. Alors je vais juste enlever le print, parce que sur l'entrée, la grande entrée, on va avoir beaucoup plus de choses à faire. Je vais prendre l'input 3, pas simple cette fois-ci, hein, celle où il y a toutes les données. Et on va relancer ça, et j'arrive sur 876 05 697. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on est bien arrivé à solutionner notre problème. On a bien cherché notre x, on a cherché les nombres qui gravitent autour, on a fait la distinction pour voir si les deux nombres ne sont pas identiques ou ne constituent pas le même nombre, et ça on l'a fait grâce aux coordonnées, et on a fait le produit des nombres uniquement si on avait trouvé exactement deux nombres qui étaient dans l'environnement proche d'une étoile. Et donc, encore une fois, on est arrivé à aider les elfes à réparer leur machine, et ici en fait à réparer leur ascenseur. Ce problème n'était pas si évident que ça au premier abord, et pourtant on est quand même arrivé à le réaliser. Quand on se retrouve devant un problème en fait, avec un grand nombre de contraintes, comme c'est le cas ici, en fait il ne faut pas hésiter à décomposer le problème en des éléments très simples. Dans la première partie, par exemple, nous avions une recherche de nombres à faire, et donc la première chose que nous avons fait, en fait, c'est d'afficher tout simplement tous les nombres de la grille, sans tenir compte du fait qu'ils étaient adjacents à un caractère ou non. Cette adjacence a un caractère bien particulier, nous l'avons rajouté simplement dans un second temps, quand déjà nous étions sûrs que nous arrivions à identifier tous les nombres.
Donc n'hésitez pas à aller étape par étape, n'hésitez pas à imprimer là où vous en êtes, hein, de l'afficher, pour voir en fait si vous êtes dans la bonne direction. N'essayez pas en fait d'utiliser toutes les contraintes à la fois, n'essayez pas de répondre à toutes les questions en une seule fois. Allez-y progressivement. Si vous ne savez pas faire quelque chose de compliqué, commencez par faire les tâches simples, et à force de faire des tâches simples, en fait, on va débroussailler un petit peu le problème, et le problème va apparaître de plus en plus clair. La deuxième partie était un petit peu plus complexe, puisque cette fois-ci, on a cherché des adjacences par rapport à une étoile, donc on n'a pas cherché qu'un seul adjacent, mais on a cherché des adjacences multiples, et on s'est rendu compte en fait que l'on devait gérer plusieurs possibilités. Soit effectivement les nombres étaient au-dessus, soit ils étaient en diagonale, à gauche, à droite, en dessous, en diagonale, en dessous également. Donc en fait, on avait une multitude de cas à gérer, et il fallait être sûr effectivement que l'on se retrouve avec une opération qu'avec deux opérandes, et encore, on a vu qu'on s'est retrouvé avec plusieurs opérandes parce que sur les premières solutions, on comptait les nombres deux fois. Donc là aussi, c'est pas un problème, hein. Essayez toujours d'aller de l'avant, essayez toujours de résoudre un petit problème, n'hésitez pas à afficher où vous en êtes, essayez de voir ce qu'il y a dans vos variables, essayez de comprendre ce qu'il y a dedans, et en fait, l'affichage des variables nous a permis de comprendre, ah bah oui, je mets deux fois l'opérande dedans, donc effectivement, je n'ai trouvé aucune opération avec deux opérandes pile. Et donc, à partir du moment où j'avais compris mon erreur, eh bien, j'ai pu la modifier pour arriver, en fait, à terminer correctement mon problème et à trouver la bonne solution. On a vraiment élaboré ce problème petit à petit. La première étape étant toujours effectivement de parser le fichier, c'est-à-dire de récupérer les fichiers, de comprendre en fait comment sont stockées les données, et d'arriver à récupérer parmi les données stockées exactement les données dont on a besoin pour faire notre problème. Bref, les problèmes les plus complexes, on les aborde étape par étape, une étape après l'autre, et à chaque fois qu'une étape est validée, on passe à la suivante. Bon, on est encore sur le début, les challenges sont encore assez faciles. On va voir que dans les jours à venir, naturellement, la difficulté va augmenter un petit peu.